l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les jours. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi. Tout va bien et notre invité ce matin est maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Emmanuel Macron va annoncer ce matin à 10h30 sa candidature à l'Élysée. On écoute Emmanuel Macron, c'était le 18 octobre à Montpellier. Projet que je veux porter. Allons enfants de... On fait une campagne électorale, il faut aussi savoir chanter la Marseillaise. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron? Quelle image vous avez d'Emmanuel Macron, Robert Ménard? C'est la banque. C'est vieux comme la banque. C'est vrai? Ben bien sûr que c'est que ça, c'est l'homme de la banque. Attendez, quelle nouveauté! Non, c'est pas un crime, vous me demandez. Je ne dis pas, je dis c'est l'homme de la banque. C'est une créature médiatique et l'homme de la banque, voilà. C'est vieux comme le monde, vieux comme la banque, vieux comme les médias. Ça n'apporte rien. Il a été le conseiller. Attendez, il a quand même été le conseiller de Hollande à l'Élysée. Je crois pas qu'il ait laissé un souvenir inoubliable à Bercy. Alors, il vous dira, je pouvais pas faire ce que je veux. Tout ça me paraît. Ça le disqualifie d'avoir été banquier? Non, ça le disqualifie. Est-ce qu'on est un citoyen différent des autres quand on a été banquier? Non, ça ne dit. Pardon, je vous dis pas ça. Je vous demande de m'écouter une minute. Je vous dis pas que ça disqualifie. Je vous dis que ça décrit. Voilà. Est-ce que ça discrédite? Ça dit que parce que ça décrit, vous êtes journaliste. Non, donc ça dit que quand j'entends ce matin, par exemple, sur France Info, que c'est un homme en dehors des partis, c'est vrai. En dehors du système, c'est évidemment pas vrai. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'homme du système. Alors ensuite, on peut aimer ce système, on peut s'en féliciter, mais alors le comparer à Trump, de temps en temps, il faut m'expliquer pourquoi. Ah, quelqu'un l'a comparé à Trump? Oui, ce matin, en disant c'est un peu comme Trump. Je vous ai écouté. J'ai écouté ce matin. Sans parti politique. Oui. Ouais, mais enfin, attendez. Sans parti, sans financement d'un parti politique. J'ai dit une bêtise alors. Comment? J'ai dit une bêtise. Non, je crois que vous êtes dans le système et vous parlez de l'intérieur du système pour défendre le système. Et vous n'êtes pas dans le système? Non, moi je ne suis pas dans le système. Marine Le Pen, qui n'est pas dans le système, inaugure aujourd'hui son local de campagne. Elle présente l'équipe qui fera la campagne présidentielle avec elle. Vous participerez vous-même à cette campagne auprès de Marine Le Pen? Non, je ne suis pas au Front National. Je n'ai aucune raison de participer à la campagne de Marine Le Pen. Je la soutiendrai parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative qu'elle au système. Vous souhaitez sa victoire? Bien sûr que je souhaite sa victoire, même si, vous le savez, je vous l'ai dit 10 fois, j'ai un certain nombre de points de divergence avec le Front National. C'est pour ça que je n'y suis pas, mais j'ai aucune raison de faire sa campagne. Elle a un parti pour faire sa campagne. Elle est avocate, elle est la fille de son père qui a créé le Front National. Elle n'est pas dans le système, elle. Comment? Écoutez... il me semble, je sais pas. Quand on est avocat et qu'on a toujours fait de la politique, on n'est pas dans le système. Attendez, il me semble, à voir comment le Front National, dont je ne suis pas membre, a été traité par les médias du système, puisque je suis ici face à vous, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'elle fait partie du système. Mais enfin, peut-être que là, il n'y a que moi qui perçois ça. Je crois qu'il y a 30, 40, 50% des Français qui pensent à la même chose que moi. La notion de système suscite toujours une interrogation, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, non, je sais de quoi je parle. Je vais vous dire de quoi je parle. Oui. Je parle de gens qui défendent cette France comme elle est aujourd'hui, et dont je ne veux plus. C'est la démocratie. Attendez. Il me semble que je vous ai entendu encore sur la démocratie ou dire que de temps en temps, il fallait voir si la démocratie c'était vraiment le meilleur des systèmes suivant qui allait l'élu. Il me semble. Vous avez dit beaucoup de bêtises. Hein. Mais il me semble aussi. Il me semble que pour Marine Le Pen, oui, on peut aimer ou pas, mais elle bouscule le système en place depuis 50 ans dans ce pays. Voilà, Marine Le Pen qui va installer son QG de campagne. 262 Faubourg Saint-Honoré, on trouvait avec Fabienne, Jean-Michel et Gilles que c'est pas très anti-système comme adresse. Je vous le concède bien volontiers. Ah, une concession, c'est bien. Attendez, moi je ne suis pas de langue de bois, je dis ce que je pense, et donc en l'occurrence, voilà, j'ai eu la même réaction que vous. Dans l'organigramme de campagne devrait figurer le frère de Florian Philippot, Damien Philippot, qui était l'un des responsables de l'institut de sondage l'IFOP. Est-ce que c'est une bonne chose? On va écouter peut-être, parce que il y a eu une petite polémique il y a déjà un mois de ça. Je ne réponds pas là-dessus. Vous répondrez après. Vous allez répondre. Je voulais juste qu'on écoute Florian Philippot, qui réfutait à Envoyé spécial, c'était le 13 octobre, l'idée que son frère puisse être associé d'une manière ou d'une autre à la campagne de Marine Le Pen. On écoute Florian Philippot dans Envoyé spécial. Alors la question c'était quoi, Gilles? Est-ce que ça vous gêne qu'un membre de l'établissement, comme vous dites, membre d'un institut de sondage, participe à la campagne de Marine Le Pen que vous soutenez? C'est leur affaire, vous savez, c'est la famille Philippot, c'est le Patrick Buisson de Marine Le Pen.
C'est des gens qui s'appuient sur des sondages pour justifier des analyses politiques. C'est là encore comme bon nombre d'entourages d'hommes politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites Patrick Buisson? C'est un bien ou un mal pour elle? Si vous me demandez ce que je pense de Philippot, j'en pense pas du bien. Ça, c'est évident. Je pense qu'il a été utile à Marine Le Pen pour l'amener où elle est, ça fait pas l'ombre d'un doute, qu'il a de vraies qualités, il est bosseur, il est énarque, c'est-à-dire qu'il est capable de vous pondre une fiche sur à peu près tous les sujets que vous lui demandez dans la demi-heure qui vient. Mais en même temps, je crois qu'il se trompe fondamentalement, qu'il n'y a pas ni droite ni gauche, on est de droite, on est de gauche. Je crois que sur le terrain économique, il se trompe. On a besoin de donner de l'oxygène aux entreprises et pas de faire encore plus d'État. Et je ne crois pas que la clé de tous les problèmes de la France soit la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mais donc, voilà en ce que je gros, pense. vous êtes en train de nous expliquer que son frère qui travaillait à l'IFOP est une sorte de cheval de Troie qui a des chiffres pour avancer les idées de Florian Philippot, c'est ça que vous dites en gros? Non, ce que je vous dis, c'est que les sondeurs sont toujours des gens qui rassurent les hommes politiques et qui fournissent de la matière aux hommes politiques. Il en est un, et il va apporter ça, évidemment à Marine Le Pen. Et on poursuit cette discussion dans un instant sur France Info. Il est 8h40 et voici Victor Mattei. Oui, au mois de septembre dernier, Marine Le Pen déclarait ceci sur l'islam. On l'écoute et vous commenterez ensuite. Est-ce compatible avec la République? Est-ce que oui, l'islam est compatible avec la République? Je ne serais pas aussi affirmatif que ça. Je pense que l'islam, ce n'est pas une religion qu'une religion. C'est plus qu'une religion. Je pense que c'est un système de vie, un système de pensée, une façon d'être, une façon de se comporter vis-à-vis des autres qui pose un certain nombre de problèmes à la République. Et comme maire de Béziers, je le constate tous les jours. Je veux dire, et je dis pas ça content de le dire. Si l'islam, c'était simplement un problème avec des islamistes radicaux, fous furieux, terroristes, c'était qu'un certain nombre de petits voyous qui t'envoient à la figure la situation au Moyen-Orient sans en avoir une idée de ce qui s'y passe, à la limite, tu pourrais te dire, on va arriver à bout de tout ça. Je pense qu'il y a un vrai problème de difficulté. Quel problème? Mais je vais vous raconter. Je raconte une anecdote dans ce livre. C'est dans un quartier, c'est la Devèze, le quartier difficile, sensible de Béziers. Et une dame vient me voir. Vous savez, je reçois comme tous les maires le mercredi mes compatriotes, mes concitoyens, mes administrés. Je les reçois et elle me dit tiens, moi j'habite aux 4 rues. Et il se fait que c'est mon adresse parce que j'ai habité dans ce quartier. Et elle me raconte, avec toutes les prudences du monde, vous comprenez, les gens sont très gentils avec moi, ils me portent mon cabas quand je rentre. Vraiment, j'ai pas de soucis. Vous savez, ils sont vraiment gentils. Je voyais vraiment pas pourquoi elle me disait tout ça. Et au bout d'un moment, elle me dit oui, mais vous comprenez, ils réagissent pas comme moi et tout. Et je dis mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a 16 appartements dans cet immeuble et qu'elle est la seule non maghrébine. Et que les gens ont beau être sympathique, en l'occurrence, vous avez compris, elle n'était pas raciste. Maghrébine, c'est pas musulman. Hein. Comment? Maghrébine et musulman, oh, c'est pas pareil. Pardon, enfin, ça finit par y ressembler. Je veux bien qu'on joue sur les mots, mais enfin bref, mettons quel est le sens de l'anecdote? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un vrai problème de cohabitation. Quand dans des visiblement, écoles... on lui porte son sac, tout Ils va sont bien, gentils. il n'y a pas de Madame, souci. vous vivez où? Évidemment, dans le 16e, c'est facile à dire. Je ne vis pas dans le 16e, par Attendez, ailleurs, madame, mais... madame, si dans votre immeuble... Non, mais attendez, pardonnez-moi, j'ai pas très bien compris votre anecdote. J'ai pas compris le sens de l'anecdote. Que les gens sont gentils avec elle. Où est le problème? Parce qu'on ne vit pas de la même façon, parce que quand il y a 15 familles maghrébines sur 16 dans un immeuble, quand vous êtes tout seul, vous avez le sentiment, pas le sentiment, vous constatez que vous n'êtes plus chez vous, que vous n'êtes plus en France comme vous le voulez, et que c'est ça. Et encore une fois, pardon de vous dire, madame, vous me dites ça, mais je vais vous dire, moi, attendez, moi je vous dis rien, j'essaie de comprendre l'anecdote que vous me racontez. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je rebondis. Dans une école comme dans les écoles de ma ville, où parfois il y a 90% d'enfants d'origine migrée. Oui, c'est ça. Ni vous, ni moi ne mettons nos enfants dans ces écoles-là. C'est ça la réalité. Alors vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez, c'est ça la réalité. Rien ne vous permet de dire ça, monsieur. Vous savez pas où sont nos enfants. C'est pas à nous. Oui, j'en ai pas personnellement. sont assez déplacés. Attendez, il ne s'agit pas d'attaque personnelle. Il s'agit de dire simplement une chose. C'est que les gens, plus ils prônent le vivre ensemble, plus souvent, je m'aperçois qu'ils le pratiquent le moins souvent possible. Alors, que dit-on aux 6 millions de Français qui observent scrupuleusement les règles de la République, qui sont musulmans et qui ne posent pas les problèmes que vous semblez rencontrer à Béziers? D'abord, que je rencontre à Béziers, et pas qu'à Béziers, je vous le dis tout de suite. Je parle de Béziers parce que vous êtes maire de Béziers. D'abord, qu'il faut prendre ses distances avec tout un tas de gens.
tout un tas de gens, qui sont les extrémistes dont on parlait, l'islam radical, et le prendre publiquement, massivement, les distances. Et c'est pas le cas. Ensuite, il faut se contraindre à vivre dans un pays. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter ses mœurs, accepter son mode de vie, accepter sa façon de regarder une femme, accepter sa façon de manger, accepter sa façon de parler. C'est ça, s'adapter à un pays. Mais c'est le cas de la majorité. Mais non, c'est pas le... Mais attendez, mais bien sûr que non. Est-ce que... Aujourd'hui, ça l'a été. Aujourd'hui, ça l'est plus. Aujourd'hui, dans la communauté musulmane que je vois, où j'ai aucun problème avec un certain nombre de membres, il y a des imams, il y a 5 mosquées à Béziers, il y a des imams qui sont très proches de nous, qui signent la charte quand je leur demande de bonne conduite et tout ça. En même temps, le poids général aujourd'hui, la tendance générale, la sensibilité générale dans la communauté, c'est les plus intégristes qui donnent le là. Dans le quartier où je vous parlais tout à l'heure, où j'ai habité, dans ce quartier-là, moi quand je suis arrivé, c'est un quartier où il y avait des pieds noirs. Ensuite sont arrivés des Algériens et des métropolitains. Je n'ai jamais vu, j'y ai passé mon adolescence, une fille voilée. Jamais. Et il y avait plein d'Algériens. Aujourd'hui, la majorité des filles sont voilées. Et pardon, quand tu n'es pas voilée, je ne te dis pas ce que ton grand frère ou ton voisin te dit. Est-ce que vous envisagez qu'un jour, il faudra interdire la pratique de l'islam en France? Mais bien sûr que non. Il s'agit simplement de ne pas le pratiquer, mais de dire en même temps, attendez, je vais vous dire, que l'islam n'a pas et ne devrait pas, et j'espère n'aura jamais, le même statut que le christianisme dans notre pays. On est dans un pays de tradition chrétienne. Et à ce titre-là, les religions n'ont pas à avoir le même statut. Et l'islam, et c'est pour ça que sur la laïcité, je suis très prudent. Vous dites clairement, Robert Ménard, qu'envisager l'interdiction de l'islam, ça ne vous paraît pas crédible. Attendez, on ne va pas interdire l'islam. Au fond, vous dites comme Marine Le Pen qu'il y a une forme de compatibilité avec la République. Si vous avez compris ça de ce que je viens de dire, je vous remercie. Je voudrais vous faire entendre une question que Audrey Crespo-Mara, qui est journaliste à LCI, a posée hier à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. On écoute Audrey Crespo-Mara et Najat Vallaud-Belkacem. C'est handicapant d'être musulman? Sûrement. Ah, c'est vrai? Bien sûr. C'est plus facile. Attendez, c'est plus facile quand tu cherches un boulot, enfin, je suis pas abruti, de t'appeler Mohamed que de t'appeler Charles. Bien sûr que c'est ça. C'est plus facile de s'appeler Charles que Mohamed. Oui, absolument. Si c'est plus difficile, c'est peut-être parce qu'il y a une image d'intégrisme. Il y a de la discrimination. Alors. Non, mais c'est aussi peut-être parce que les Mohamed en question ne font pas tous les efforts qu'il faut pour s'adapter à la société française. Ça se voit sur un CV, monsieur Mélin. Lorsque Mohamed cherche un boulot, je suis pas sûr qu'il se voit sur un CV. Celui-là habite le quartier de la Devèze et ne porte pas le sac de la dame qui va rentrer dans son immeuble, honnêtement. Je ne vois pas très bien en quoi comment est-ce que sur un CV, puisqu'il y a de la discrimination, vous le dites vous-même, on peut décréter que, ah oui, mais s'il n'est pas pris, c'est peut-être parce que les musulmans se comportent mal. Non, mais attendez, je ne vous ai pas dit ça, je regrette ça. Ce que je vous dis, c'est que globalement, si on a ce sentiment-là, c'est qu'il y a des comportements d'un incivisme dans un certain nombre de quartiers. Pas plus tard qu'hier, j'ai un appel cette nuit d'un responsable des pompiers, parce que dans ce quartier, ils se sont fait caillasser. Ils se sont fait caillasser par qui? Vous voulez que je vous pose la question, que je vous donne la réponse? Évidemment qu'on le sait. Mais les musulmans sont victimes de discrimination en France. Mais bien sûr, oui. Donc la discrimination, elle peut être injuste, parce que ce qu'essaie de vous dire Fabienne, c'est qu'on ne sait pas qui en discrimine. Attendez, mais il y a aussi... Parce que quelqu'un qui a jeté un caillou sur un camion de pompiers ou quelqu'un qui a pas jeté un caillou sur un camion de pompiers. Monsieur Apathy, vous comprenez ce que je veux dire? Mais je comprends très bien qu'il y a un racisme à l'égard des Arabes, évidemment, qu'il y a un racisme à l'égard des Blancs, tout au sang. Sauf que vous ne parlez que d'un des deux. Vous condamnez les deux? Mais bien sûr que je condamne les deux. Sauf que quand je vois dans les médias, je n'en vois qu'un des deux. Oui, mais je ne vois jamais l'autre. Vous voyez pas tout non plus. Attendez, non. Attendez, je vous ai entendu depuis des années. Oui, visiblement, vous m'écoutez beaucoup. Eh oui, non, mais je vous écoute beaucoup, comme tous les Français, peut-être trop, mais ça, c'est une autre question. Non, ne changez rien. Ce que je veux vous dire, c'est que le racisme anti-blanc, vous n'en parlez jamais. Vous l'avez disqualifié en disant ça, et c'est l'extrême droite. Pardon, c'est le vécu de beaucoup de gens. C'est ça. C'est terrible, mais c'est la réalité. Il est 8h50 sur France Info. France Info. Et dernière partie de l'émission politique de France Info avec Robert Ménard ce matin, et c'est Jean-Michel Apathy pour la question. Oui, nous allons parler de l'élection américaine. J'ai évoqué le suffrage universel ou l'expression du suffrage universel aux États-Unis. Vous avez fait référence tout à l'heure, Robert Ménard, pour m'étonner de cette expression, puisque finalement Hillary Clinton a obtenu 700 000 voix de plus que Donald Trump. Mais voilà, ce n'est pas elle qui sera élue par ailleurs sur un fond abstentionniste important. Vous avez écrit à Donald Trump... Quand ici, en France, le Front National fait 20% des voix et qu'il a 2 députés,
Vous trouvez ça normal? Parce qu'il n'a pas d'alliés, il n'entend pas l'Assemblée nationale. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais tout a une explication. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tout a une explication. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors peut-être qu'il y a une explication aussi pour Trump. Et pour Trump, il y a aussi une explication quand sur ça le vous système arrange, électoral. vous le remarquez, quand ça vous arrange pas, vous l'avez oublié. Non, non, pas du tout. On en parle tout le temps. Je voulais juste rectifier l'allusion que vous aviez faite tout à l'heure parce qu'elle pouvait paraître inexacte à ceux qui vous écoutaient. Vous avez la démocratie quand ça va dans votre sens. Et vous et moi, nous avons le souci de l'exactitude. Vous avez écrit une lettre de félicitations à Donald Trump. Bien sûr. Vous l'invitez à Béziers, il vous a répondu? Non, il ne m'a pas répondu. C'est évidemment, vous l'avez compris, un clin d'œil. Un clin d'œil à quoi? Quand j'entends François Hollande, dont... puisque vous aimez les chiffres, on mesure tous les jours la popularité. Ah oui, vous l'avez remarqué. Mais on en comme parle moi, de temps en quand temps. le chef de l'État français répond avec les pincettes qu'il prend à l'élection de M. Trump, alors qu'il est quand même de coutume d'abord de féliciter les gens, je me dis, mais quelle audace, quel culot, quelle suffisance, quelle morgue, quelle prétention d'un type qui est soutenu aujourd'hui, qui est notre chef d'État, par moins de 15% des Français. Mais il a été élu au suffrage universel. Absolument, mais je le respecte totalement. Mais je lui demande de respecter de la même façon M. Trump. Alors j'ai voulu, avec cette lettre, dire quoi? Parce que je connais l'entourage de M. Trump, puisqu'il ne vous a pas échappé que je le soutiens depuis le début. Je voulais dire, attention, en France, il y a d'autres gens. Il y a des gens qui sont, eux, respectueux des choses et qui se félicitent d'ailleurs de cette élection et qui la prennent en compte et qui auraient un grand plaisir à accueillir dans cette ville le chef de l'État américain. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. L'un des principaux conseillers de Donald Trump, c'est Steve Bannon, que vous connaissez. Oui. Il est le patron d'un site d'information qui s'appelle Breitbart News, site d'information largement quand même inspiré des thèses de l'extrême droite. Il y a beaucoup de choses très discutables, notamment des jugements sur les femmes. Enfin, je renvoie nos auditeurs et nos téléspectateurs à certains des titres qu'on peut trouver sur ce site. Il souhaite éventuellement lancer cette plateforme en France pour l'élection présidentielle. C'est un projet qui pourrait vous intéresser? Écoutez, moi j'ai quand même créé un site qui s'appelle Boulevard Voltaire. Ça nous a pas échappé. Je suis favorable à la concurrence, donc bienvenue s'il arrive ici. Non, je continuerai. Je le fais très très peu maintenant, parce que je suis maire de la ville, ça vous a pas échappé, à Béziers, de soutenir Boulevard Voltaire, comme toute cette zone-là, mais toutes ces médias-là, parce que quand même, c'est une des leçons. Une des leçons. Et je veux dire, là, il y a un paquet de journalistes autour de la table, il y en a 4 et un ancien journaliste. C'est quand même une des leçons de l'élection de Trump. La première, c'est qu'on a intérêt dans la vie à parler clairement. J'ai vu un certain nombre de commentateurs se moquer parce qu'il emploierait 700 ou 800 mots, mais il emploie les mots des gens et il se fait comprendre par les gens. Et les journalistes qui sont ici savent à quel point c'est important d'être compris par les gens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'est battu et il a gagné contre les médias. Ce qui prouve que les médias ont moins de pouvoir qu'on ne le dit. Vous avez dit que vous êtes ça veut surtout dire que les gens ne croient plus aux médias. C'est juste ça. Oui, et donc ils ont moins de pouvoir qu'on ne le dit. Oui. On dit bien la même chose. On est plus souvent d'accord que vous ne l'imaginez. Mais écoutez, alors peut-être ce matin, vous avez changé. Ou peut-être je le constate avec changé. plaisir. Mais je sais pas. Nous changeons tous, vous savez. Nous allons voter ensemble alors bientôt. Ça, je n'ai pas dit ça, mais peut-être que vous et moi, nous avons changé. Ça, c'est fort possible. Vous avez dit que vous étiez pour la concurrence, le discours très protectionniste de Donald Trump, qui a par exemple menacé l'entreprise Ford qui signe un contrat avec le Mexique pour construire des voitures là-bas et qui dit je taxerai à ce moment-là les voitures que vous réimporterez aux États-Unis. Ce discours protectionniste, ça vous paraît être un discours d'avenir ou un discours que vous ne partagez pas? Non, d'abord, je pense que vous avez raison de le souligner. Trump, il ne faut pas, même pour ceux qui applaudissent comme moi à sa victoire, il ne faut pas se tromper. Il va d'abord servir les intérêts des Américains, de son propre pays. Je veux dire, et on pourrait, nous, en faire les frais, la France. Je veux dire, on pourrait le protectionnisme, est-ce que c'est l'intérêt des États-Unis? Je ne sais pas si c'est l'intérêt des États-Unis. Je sais que dans mon pays, utiliser les frontières mieux qu'on ne le fait, plus qu'on ne le fait, me semble indispensable. Et en même temps, je parlais tout à l'heure de mes désaccords avec le Front National, je suis infiniment plus libéral que les gens de la droite. Je pense qu'aujourd'hui, non, on n'a pas intérêt à complètement se fermer et penser que les problèmes ne viennent que de la concurrence étrangère. Vous savez, les problèmes... C'est ce qu'a expliqué en long, en large et en travers pourtant Donald Trump. Oui, mais attendez... Vous vous félicitez de son élection. Non, je me félicite de son élection parce que quand il bouscule les médias, quand il nous débarrasse potentiellement... Vous félicitez de la forme, mais pas du fond de son discours qui est important. Quand il nous débarrasse
de la famille Clinton, je ne peux qu'applaudir. Voilà, je ne peux qu'applaudir. Et en même temps, pour finir sur l'économie en une phrase, je crois que ce qu'on a intérêt à défendre ici en France, c'est tous ces petits patrons qui sont rackettés par l'État et qui ont besoin, eux, d'aide. Et c'est eux qui créeront les emplois. Sujet totalement différent. Dans l'Express, aujourd'hui, le moine bouddhiste Mathieu Ricard évoque un sujet qu'il trouve absent de la présidentielle, qui est la cause animale. Alors, vous évoquiez quelques-uns des désaccords que vous pouvez avoir avec le Front National. Dans votre livre qui vient de paraître et qui s'appelle Abécédaire de la France qui ne veut pas mourir aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, vous parlez de la corrida. Vous êtes le maire de Béziers, qui est une ville de tradition taurine. Vous allez avoir un gros problème avec le Front National qui, de plus en plus, se range du côté des probablement opposants à la tauromachie. Comment va faire le maire de Béziers au milieu de ces contradictions? Est-ce que vous voulez que je fasse une confidence? Volontiers. J'ai reçu pendant la feria Louis Alliot et Marine Le Pen. Donc, Marine Le Pen n'est pas venue voir la corrida. Louis, comme tout garçon du Sud, est allé applaudir. En plus, on est tombé sur une bonne corrida. La présidentielle, ça dépasse le Sud. Non, mais bien sûr que ça dépasse le Sud. Écoutez, moi, je suis attaché à cette tradition-là. Je comprends qu'on n'aime pas, qu'on puisse détester la corrida. Je ne suis pas le seul du Sud ici, et je ne dois pas être le seul ici à fréquenter les arènes. Personnellement, j'aime la corrida. Je pense que s'il joue là quelque chose d'essentiel, c'est un espèce d'hymne à la vie, contrairement à ce que pensent les gens. C'est un moment de poésie et tout ça, je le défends. Les anti-corridas ont du mal à le croire. Et les anti-corridas peuvent croire ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai jamais empêché les anti-corridas de manifester dans ma ville. Je les empêche de nous empêcher d'aller voir une corrida. La liberté, c'est dans les arènes, on va voir ce qu'on veut. Je suppose que sur ça, M. Apathy doit être d'accord avec moi. Pas tout à fait. Les Basques, c'est pas pareil. Même sur ça, il renie. Très grave. Aujourd'hui, quoi. Attendez, avec l'accent que vous avez, vous n'allez pas défendre les corridas, mais enfin, c'est une honte. Le Pays Basque, c'est autre chose. C'est aussi les corridas. Merci Robert Ménard d'avoir accepté l'invitation. Et merci à vous de m'avoir invité. À demain. L'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les jours. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi. Tout va bien et notre invité ce matin est maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Emmanuel Macron va annoncer ce matin à 10h30 sa candidature à l'Élysée. On écoute Emmanuel Macron, c'était le 18 octobre à Montpellier. Projet que je veux porter. Allons enfants de... On fait une campagne électorale, il faut aussi savoir chanter la Marseillaise. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron? Quelle image vous avez d'Emmanuel Macron, Robert Ménard? C'est la banque. C'est vieux comme la banque. C'est vrai? Ben bien sûr que c'est que ça, c'est l'homme de la banque. Attendez, quelle nouveauté! Non, c'est pas un crime, vous me demandez. Je ne sais pas, je dis c'est l'homme de la banque. C'est une créature médiatique et l'homme de la banque, voilà. C'est vieux comme le monde, vieux comme la banque, vieux comme les médias. Ça n'apporte rien. Il a été le conseiller. Attendez, il a quand même été le conseiller de Hollande à l'Élysée. Je crois pas qu'il ait laissé un souvenir inoubliable à Bercy. Alors, il vous dira, je pouvais pas faire ce que je veux. Tout ça me paraît. Ça le disqualifie d'avoir été banquier? Non, ça le disqualifie. Est-ce qu'on est un citoyen différent des autres quand on a été banquier? Non, ça ne. Pardon, je vous dis pas ça. Je vous demande de m'écouter une minute. Je ne vous dis dites, pas que ça disqualifie. Je vous dis que ça décrit. Voilà. Est-ce que ça discrédite? Ça dit que parce que ça décrit, vous êtes journaliste. Non, donc ça dit que quand j'entends ce matin, par exemple, sur France Info, que c'est un homme en dehors des partis, c'est vrai. En dehors du système, c'est évidemment pas vrai. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'homme du système. Alors ensuite, on peut aimer ce système, on peut s'en féliciter, mais alors le comparer à Trump, de temps en temps, il faut m'expliquer pourquoi. Enfin, quelqu'un l'a comparé à Trump? Oui, ce matin, en disant c'est un peu comme Trump. Je vous ai écouté. J'ai écouté ce matin. Sans parti politique. Oui. Ouais, mais enfin, attendez. Sans parti, sans financement d'un parti politique. J'ai dit une bêtise alors. Comment? J'ai dit une bêtise. Non, je crois que vous êtes dans le système et vous parlez de l'intérieur du système pour défendre le système. Et vous n'êtes pas dans le système? Non, moi je ne suis pas dans le système. Marine Le Pen, qui n'est pas dans le système, inaugure aujourd'hui son local de campagne. Elle présente l'équipe qui fera la campagne présidentielle avec elle. Vous participerez vous-même à cette campagne auprès de Marine Le Pen? Non, je ne suis pas au Front National. Je n'ai aucune raison de participer à la campagne de Marine Le Pen. Je la soutiendrai parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative qu'elle au système. Vous souhaitez sa victoire? Bien sûr que je souhaite sa victoire, même si, vous le savez, je vous l'ai dit 10 fois, j'ai un certain nombre de points de divergence avec le Front National. C'est pour ça que je n'y suis pas, mais j'ai aucune raison de faire sa campagne. Elle a un parti pour faire sa campagne. Elle est avocate, elle est la fille de son père qui a créé le Front National. Elle n'est pas dans le système, elle. Comment? Écoutez... il me semble, je ne sais pas... Quand on est avocat et qu'on a toujours fait de la politique, on n'est pas dans le système. Attendez, il me semble, à voir comment le Front National, dont je ne suis pas membre, a été traité
par les médias du système, puisque je suis ici face à vous, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'elle fait partie du système. Mais enfin, peut-être que là, il n'y a que moi qui perçois ça. Je crois qu'il y a 30, 40, 50% des Français qui pensent à la même chose que moi. La notion de système suscite toujours une interrogation, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, non, je sais de quoi je parle. Je vais vous dire de quoi je parle. Oui. Je parle de gens qui défendent cette France comme elle est aujourd'hui, et dont je ne veux plus. Ça, c'est la démocratie. Non, attendez. Il me semble que je vous ai entendu encore sur la démocratie ou dire que de temps en temps, il fallait voir si la démocratie, c'était vraiment le meilleur des systèmes, suivant qui elle est élue. Il me semble. Vous avez dit beaucoup de bêtises. Hein. Mais oui. Il me semble aussi. Il me semble que pour Marine Le Pen, oui, on peut aimer ou pas, mais elle bouscule le système en place depuis 50 ans en ce pays. Voilà, Marine Le Pen qui va installer son QG de campagne. 262, Faubourg Saint-Honoré, on trouvait avec Fabienne, Jean-Michel et Gilles que c'est pas très anti-système comme adresse. Je vous le concède bien volontiers. Ah, une concession, c'est bien. Mais attendez, moi je ne suis pas de langue de bois, je dis ce que je pense, et donc en l'occurrence, voilà, j'ai eu la même réaction que vous. Dans l'organigramme de campagne devrait figurer le frère de Florian Philippot, Damien Philippot, qui était l'un des responsables de l'institut de sondage l'IFOP. Est-ce que c'est une bonne chose ? On va écouter peut-être, parce que il y a eu une petite polémique il y a déjà un mois de ça. Je ne réponds pas là-dessus. Vous répondrez après. Vous allez répondre. D'accord. Je voulais juste qu'on écoute Florian Philippot, qui réfutait un envoyé spécial, c'était le 13 octobre, l'idée que son frère puisse être associé d'une manière ou d'une autre à la campagne de Marine Le Pen. On écoute Florian Philippot dans l'envoyé spécial. Alors la question c'était quoi, Gilles ? Est-ce que ça vous gêne qu'un membre de l'établissement, comme vous dites, membre d'un institut de sondage, participe à la campagne de Marine Le Pen que vous soutenez ? C'est leur affaire, vous savez, c'est la famille Philippot, c'est Patrick Buisson de Marine Le Pen. C'est des gens qui s'appuient sur des sondages pour justifier des analyses politiques. C'est là encore comme bon nombre d'entourages d'hommes politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites Patrick Buisson ? C'est un bien ou un mal pour elle ? Si vous me demandez ce que je pense de Philippot, j'en pense pas du bien. Ça, c'est évident. Je pense qu'il a été utile à Marine Le Pen pour l'amener où elle est, ça fait pas l'ombre d'un doute, qu'il a de vraies qualités, il est bosseur, il est énarque, c'est-à-dire qu'il est capable de vous pondre une fiche sur à peu près tous les sujets que vous lui demandez dans la demi-heure qui vient. Mais en même temps, je crois qu'il se trompe fondamentalement, qu'il n'y a pas ni droite ni gauche, on est de droite, on est de gauche. Je crois que sur le terrain économique, il se trompe. On a besoin de donner de l'oxygène aux entreprises et pas de faire encore plus d'État. Et je ne crois pas que la clé de tous les problèmes de la France soit la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mais donc, voilà ce que je pense. Vous êtes en train de nous expliquer que son frère qui travaillait à l'IFOP est une sorte de cheval de Troie qui a des chiffres pour avancer les idées de Florian Philippot, c'est ça que vous dites en gros ? Non, ce que je vous dis, c'est que les sondeurs sont toujours des gens qui rassurent les hommes politiques et qui fournissent de la matière aux hommes politiques. Il en est un, et il va apporter ça, évidemment à Marine Le Pen. Et on poursuit cette discussion dans un instant sur France Info. Il est 8h40 et voici Victor Mattei. Oui, au mois de septembre dernier, Marine Le Pen déclarait ceci sur l'islam. On l'écoute et vous commenterez.